Avant de donner la parole à Dominique Jamais, quelques mots. Dominique a commencé son métier de journaliste dans les années 60, ça ne nous rajeunit pas, hein, au journal Combat. Et la réflexion que peut-être il développera dans son intervention est: Dominique Jamais n'a-t-il pas eu beaucoup de chance de naître dans les années 30 et de ne pas naître dans les années 80 pour être l'esprit libre et le journaliste totalement libre qu'il a toujours été tout au long de sa carrière? Je pense que c'est une question. Et surtout, nous apprécions Dominique Jamais, c'est pour nous l'esprit de la presse libre. C'est l'esprit de Boulevard Voltaire, dont il est un cofondateur avec Robert Ménard, dont nous saluons par ailleurs le parcours, l'initiative et le combat de toute une vie pour la liberté de la presse et pour une presse libre. Dominique Jamais est donc le cofondateur de Boulevard Voltaire, et il avait d'autant plus sa place dans cette assemblée que nous connaissons et nous lisons régulièrement Dominique Jamais et quelques-uns de ses textes sur l'islam, et le moins qu'on puisse dire est qu'entre la vision de l'islam de Dominique Jamais et la vision de l'islam de riposte laïque ou de résistance républicaine, le moins qu'on puisse dire est qu'il y a débat, pour ne dire que cela. Et pour autant, et ça résume un petit peu l'esprit de Boulevard Voltaire, mais je crois l'esprit de tous les patriotes épris de liberté de pensée, jamais en tant que responsable de publication, Dominique Jamais n'a posé la moindre réserve à des textes sur Boulevard Voltaire qui ne sont pas du tout dans l'optique de ses positions. Et donc, à ce titre, je vous demande, avant d'entendre Dominique Jamais, de l'applaudir très fort. Et pardon, je demande à Renaud Camus de venir à la télé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bon après-midi. Je lisais l'autre jour dans Le Monde un dessin du très talentueux caricaturiste corse qui poursuit une série appelée la série des Indéchiffrables. Il y avait deux personnages, comme d'habitude, dans ces dessins. L'un des deux était apparemment un patron de presse. L'autre était un dessinateur, ça n'était pas Pinatel, mais c'était un dessinateur, et ils étaient en train de conclure un contrat. Et le patron de presse, le directeur en chef, ou le directeur, ou le propriétaire, je ne sais pas, disait au dessinateur: bon, bah, écoutez, c'est entendu, vous commencez demain. Et le dessinateur lui disait: ah ben, ça va y aller, hein. Mollo. Naturellement, vous ne parlez pas des Noirs. Vous ne vous attaquez pas aux femmes, vous ne vous attaquez pas aux Arabes, rien sur les homosexuels. Il n'est pas question, évidemment, de s'en prendre aux ouvriers. Enfin, bref, il y avait toute une série de sujets sur lesquels le dessinateur humoristique et polémiste se voyait conseiller de mettre, si j'ose dire, la pédale douce. En fait, on n'est pas si loin que cela du fameux monologue de Figaro, de la fameuse tirade de Figaro. On n'est pas si loin que cela du fameux monologue, de la fameuse tirade de Figaro sur les sujets qui lui sont interdits. Ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, moins de danseuses, mais en cherchant bien, il n'y a pas de différence. Comme au temps de Figaro, ce sont les puissants du jour, ce sont les sujets de discussion, ce sont les sujets difficiles qu'il vaut mieux ne pas aborder, que l'on se voit soit conseillé, soit intimé l'ordre de ne pas aborder. Et pourtant, n'est-ce pas, la Déclaration des droits de l'homme, le texte fondamental qui nous régit, qui est encore en préambule de notre Constitution, comme de toutes les constitutions, est formel, de toutes les constitutions passées de la France. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme,
Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc, liberté. Ben, cela dit, il a fallu, si nous revoyons notre propre histoire, il a fallu près de 100 ans pour que cette liberté entre véritablement dans les faits. Et c'est la fameuse loi du 29 juillet 1881, dont le premier article d'un laconisme et d'une précision exemplaires et légendaires dit tout simplement « La librairie et l'imprimerie sont libres. » Point. Cela veut dire qu'en 1881, près de 100 ans quand même après la Révolution française, la presse sortait du cachot, la presse sortait du régime spécial qui avait été le sien tout le long du XIXe siècle à travers tous les régimes, à travers tous les systèmes politiques, régime d'autorisation préalable, de caution, de censure préalable et de censure a posteriori, de condamnation des journalistes, d'incarcération éventuellement. Elle rentrait dans le droit commun. La liberté d'expression était reconnue par la loi, par la République, conformément à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme. Elle devenait enfin une réalité. Entendons-nous? Cela veut dire que la presse sortait d'un régime d'exception pour entrer dans le droit commun. Que le journaliste ou l'écrivain, comme tout citoyen, soit responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit, c'est normal. Il n'a pas plus le droit qu'un autre à l'injure, à la diffamation, à la calomnie, à la fausse nouvelle, et naturellement à l'incitation au mépris, à la haine, à la violence, à l'appel au meurtre, naturellement. Il est libre comme tout citoyen, pas moins, mais pas plus. Et cette liberté est parfaitement concevable et s'est effectivement longtemps exercée dans le cadre défini par la loi, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à ces piliers fondamentaux d'une société républicaine, démocratique et je dirais même civilisée, que sont la liberté d'opinion qui se traduit par la liberté d'expression, la liberté de la presse au sens le plus large. C'était une belle époque et nous avons vu depuis une cinquantaine d'années maintenant se succéder et s'empiler un certain nombre de lois qui ont restreint le cadre de cette liberté. Lorsque l'on parle des... lorsque la Déclaration des droits de l'homme disait « sauf à répondre des abus déterminés par la loi », soit, mais qu'est-ce que la loi? Si la loi change, les abus déterminés par la loi changent aussi, changent également, et c'est bien ce à quoi nous avons insisté depuis les lois Pleven, puis la loi Guesso, puis d'autres lois qui sont venues s'empiler ou s'ajouter les unes aux autres, donc loi sur l'antisémitisme, loi réprimant le négationnisme et le révisionnisme, loi réprimant l'homophobie, l'islamophobie et un certain nombre de phobies ou de discriminations d'un certain genre. Le pli s'est pris insensiblement de faire d'opinions éventuellement contestables ou d'assertions naturellement discutables des délits, de faire rentrer la presse dans le cachot d'où l'avait tiré la loi de 1881, c'est-à-dire de soumettre au code pénal, de judiciariser de plus en plus l'expression d'idées, d'opinions qualifiées de délit. Et évidemment, si toutes les fois que l'on dira que telle ou telle opinion devient un délit, on restreindra un peu plus l'espace, le champ qui est ouvert à la liberté d'expression. C'est ce à quoi nous assistons de par un certain nombre de textes qui sont votés. Et il y a les textes, et il y a les mœurs, il y a les textes, et il y a la manière dont on les applique. Il y a la lettre, et il y a l'esprit de ces lois. Ce que nous constatons, je ne m'attarderai pas là-dessus, c'est que la justice, pour dire très vite, ne s'insurge pas contre les textes, ne s'est pas insurgée ces derniers temps, nous en savons quelque chose, contre les textes restrictifs de liberté, et notamment la fameuse 17e chambre applique
sans faiblesse les diverses lois qui s'abattent sur la presse, avec, comme au bon vieux temps, comme au mauvais vieux temps, comme au XIXe siècle, les sanctions financières qui accompagnent naturellement les sanctions pénales. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de journaux, il y a un certain nombre de médias qui sont en danger dans leur existence, dans leur survie, de par les jugements prononcés par la 17e chambre. Et puis il y a naturellement toutes les associations qui se font une spécialité, une notoriété et un filon de traquer les prétendus excès de la liberté. Ces associations, un certain nombre d'entre elles ont été créées pour les plus nobles motifs. Défense des opprimés, défense des discriminés, défense des pauvres, défense des étrangers, défense des immigrés, défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme. Et puis peu à peu, elles sont devenues des lobbies qui représentent des groupes humains et les dressent les uns contre les autres, des lobbies catégoriels qui, dans un climat de confusion mentale et de confusion sociale, font tout pour émietter, pour morceler la France et représenter des groupes communautaristes à travers un certain nombre de glissements que la justice entérine. C'est ainsi que lorsque l'on s'en prend au djihadisme, au terrorisme, au salafisme, à l'islamisme, la justice affecte de croire que c'est comme si on s'en prenait à l'islam, comme si on s'en prenait aux musulmans, comme si on s'en prenait aux personnes. Nous journalistes, et nous tous en fait citoyens, nous voyons autour de nous se resserrer peu à peu un carcan qui devient insupportable. Tenez, je vais en prendre un exemple qui va peut-être vous surprendre. Comme mon comportement va vous surprendre, mais rassurez-vous, ce n'est pas un écart de ma raison qui va m'emporter. Mais tout à l'heure, l'un d'entre vous, avec un courage que je salue, disait « je suis hétérosexuel ». Vous avez applaudi son audace, il s'en est vanté. Peut-être que bientôt cela deviendra subversif, tenez. On est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ses bras, là, qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas, qu'on est bien dans ses bras, là. Certains jouent quand même les atouts de la même couleur, libre à eux, moi j'aime les valets pour les dames, les trèfles pour les cœurs. Et une autre chanson m'est revenue en mémoire, toujours en vous écoutant, c'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. Eh bien, on mesure... On mesure pardonnez-moi cette improvisation, on mesure, sans musique, a cappella, intimidé, le crack, on mesure le chemin parcouru. Car la chanson de Guy Béard, qu'on est bien dans les bras, etc., elle a fait un peu scandale il y a 50 ans. Elle était osée, elle était olé, elle était sexy. Mais aujourd'hui, Brassens, Béard, s'ils paraissaient sur la scène avec ces deux chansons dont je viens de vous rappeler les refrains subversifs, mais ils auraient sur le dos immédiatement LGBT, Pierre Berger, toutes les associations plus développées. Voilà où nous en sommes sur le plan des mœurs. Mais maintenant, parlons de choses plus sérieuses, plus graves encore. Dans quel pays vivons-nous? Éric Zemmour dit, je ne dirais pas innocemment, il sait le risque qu'il prend, et il sait à quelle époque il parle ou il écrit. Éric Zemmour dit, il y a dans les prisons une proportion de détenus noirs, arabes, d'origine arabe, très supérieure à la représentativité de leur population d'origine. Il y a une proportion anormale
de ce genre de détenus. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, c'est confirmé par toutes les statistiques, c'est un fait. Ensuite, dans un pays normal, dans un pays de libre débat, dans un pays de discussion, on peut dire, ça n'est pas leur faute. On peut dire, tout cela vient-il? On peut chercher à en expliquer les raisons. Y a-t-il une nature noire, africaine, ou algérienne, ou tunisienne, ou marocaine qui porterait à la kleptomanie ou à tel type de violence? Ou une culture? Oui, non, on en débat, on argumente. Non, pas du tout. Une plainte est déposée immédiatement contre Éric Zemmour. Philippe Tesson, il y a quelque temps sur Europe numéro 1, dit dans la spontanéité de la conversation quelque chose qui est quand même, soyons sérieux, qui est quand même tout simplement une évidence. À l'heure actuelle, le danger terroriste en France, il vient des musulmans. Et ce qui donne la mesure à la fois de l'abaissement où nous sommes, du degré d'abaissement où nous sommes, et du courage qu'il a fallu à Philippe Tesson pour dire cela, c'est qu'immédiatement, non seulement il y a plainte, mais Europe numéro 1 est sommée de prendre des sanctions contre le journaliste ce qu'elle n'a pas fait quand même, qui a osé dire, énoncer cette évidence. Arnaud Klarsfeld dit il me semble qu'il y a à l'heure actuelle une nouvelle forme d'antisémitisme qui vient des jeunes des cités. Absolue, et que corrobore, hélas, les faits. Et plainte est portée, plainte est déposée contre Arnaud Klarsfeld. Et au lieu de considérer ces plaintes, à juste titre, comme bouffonnes, comme excessives, de dégoûter éventuellement les plaignants et de leur faire payer, n'est-ce pas, les dépenses, des dommages, etc., la justice instruit ces plaintes. La justice poursuit ceux qui ont tenu ces propos véridiques, tout simplement. Voilà l'état des choses. Et, aux poursuites de la justice s'ajoute cette forme de censure qui, enfin oui, s'additionne cette forme de censure qui en rajoute, qui prend des formes sournoises et perverses et qui va plus loin que les textes. Il y a maintenant quelques années, Fabrice Lequintrec avait la revue de presse, tenait la revue de presse de France Inter, radio de service public. Et ce journaliste a une idée extraordinaire, extravagante, bizarre, condamnable, et il a été condamné pour cela, de lire tous les journaux et de dire, tiens, ce matin, j'ai vu dans l'Humanité ceci, j'ai vu dans le Figaro cela, j'ai vu dans Libération cela, et puis dans Présent ou dans Minute, il y avait tel article. Bref, il faisait la revue de la presse, comme en principe il était payé pour le faire. Il a été immédiatement licencié. Robert Ménard avait l'habitude, il y a 2 ans, 3 ans, sur iTélé, d'inviter des gens de tous horizons, à commencer par, ou y compris, les gens que l'on n'invite pas d'habitude, les gens qu'il est de mauvais ton d'inviter, les maudits, les pas fréquentables. Bon, Robert Ménard a été chassé de iTélé. Éric Zemmour, à l'époque où il a publié le suicide, où il avait publié le Suicide français, a tenu sur iTélé, dans son émission avec Nicolas Domnac, des propos nauséabonds. Et ce qui est grave quand je parle de censure, c'est que, allant plus loin que les textes, ce sont choses incroyables, des journalistes, des sociétés de rédacteurs, des sociétés de journalistes, qui ont demandé la tête, dans les 3 cas, de journalistes qui faisaient leur métier, c'est-à-dire que la délation et les attaques, les agressions contre la liberté de la presse, elles viennent des journalistes eux-mêmes. C'est quelque chose qui est sans précédent. Il y a 100 ans, dans un pays plus civilisé, Dieu sait que les polémiques entre journaux et journalistes étaient vives, étaient fortes et beaucoup plus violentes qu'aujourd'hui. Dans le cadre de la loi de 1881, qui n'avait pas été agrémentée des additions qu'on y a faites, jamais Jean Jaurès, attaqué pourtant avec une violence inouïe par Léon Daudet ou Charles Maurras, jamais il l'a demandé, jamais il ne lui serait venu à l'idée de demander l'interdiction de l'action française, des peines de prison, l'expulsion de la profession de Charles Maurras. Nous avons régressé, nous avons incroyablement régressé. Et pour en venir à l'actualité immédiate, en dépit des rodomontades, en dépit des postures, en dépit des assurances qui sont données ici et là, il est évident que les attentats de janvier ont répandu la peur, comme le prouvent surabondamment les expositions.
les expositions déprogrammées, les films déprogrammés, et naturellement, les pauvres, on les comprend, on les plaint, mais on ne les admire pas, comme en témoigne le ton nouveau de Charlie Hebdo, qui se garde bien maintenant d'attaquer les musulmans, les islamistes, les terroristes, les djihadistes, mais s'en prend ce qui est moins dangereux, soit au pape, soit au Front National, avec un courage exemplaire. Tout se passe en réalité comme si par une régression incroyable, revenant à 2 siècles et demi, nous en étions revenus à l'interdiction du blasphème. Or, le blasphème, il faut quand même le dire, le blasphème n'a de sens que pour ceux qui professent une religion. On ne peut blasphémer que le Dieu auquel on croit. Et d'ailleurs, quand on croit en un Dieu, ce serait assez bizarre de le blasphémer. Mais quelqu'un qui s'en prend à un Dieu qu'il ne croit pas, quelqu'un qui pense que les religions ne sont pas des vérités révélées, mais des constructions humaines, il ne blasphème pas, il rigole. On n'a jamais interdit aux musulmans, ni aux catholiques, ni aux juifs, de blasphémer les athées, de dire que les athées sont des imbéciles, des crétins, des lamentables. Aux athées, aux libres-penseurs, à ceux qui pensent par eux-mêmes, de s'attaquer aux religions. Mais où vivons-nous? Dans quel pays vivons-nous? Vous savez, c'est un sujet grave, vous le savez bien d'ailleurs. Le plus ou moins de liberté de la presse, c'est le curseur auquel on distingue le plus ou moins de liberté d'un pays. Un pays tend vers la dictature lorsque, avant d'écrire ou de parler, on y réfléchit à 2 fois ou à 3 fois. Un pays tend vers la démocratie ou est une démocratie lorsqu'avant de poursuivre quelqu'un qui parle ou qui écrit, on y regarde à 2 fois. C'est tout à fait différent. Dans un pays démocratique, la répression, c'est l'exception, et la liberté, c'est la règle. Dans un pays non démocratique, la liberté tend à devenir l'exception, et la poursuite tend à devenir la règle, et c'est dans ce pays que nous vivons aujourd'hui. Il y a un pays qui, à mes yeux, comme aux yeux, je peux le comprendre de beaucoup de gens dans cette salle, si c'est le cas, je suis de tout cœur avec eux. Il y a un pays qui, à mes yeux, est un anti-modèle social, culturel, politique, un pays dont l'hégémonisme sournois et pervers ne constitue pas pour notre civilisation et notre société et notre pays une menace moindre que celle du terrorisme djihadiste, et ce pays, ce sont les États-Unis. Et pourtant, il y a un point sur lequel il faut rendre justice, et une justice totale à ce pays. C'est un pays où il n'y a pas de loi liberticide. C'est un pays où ni la presse, ni la radio, ni la télévision, ni la librairie, ni un journaliste, ni un écrivain ne sont condamnés pour ce qu'ils pensent. Nous sommes menacés, et plus que menacés, c'est déjà souvent une réalité. Mais en tout cas, nous sommes menacés à l'heure actuelle de vivre dans un pays où, ne pouvant encore empêcher, cela viendra, les technologies progressent, ne pouvant encore empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent, on prétend les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Et aux États-Unis, rien de ce genre. Pour autant, je ne crois pas que la liberté ait porté atteinte à la cohésion nationale, à l'ordre public, à la prospérité ou à la puissance des États-Unis. Ce n'est pas la liberté qui est dangereuse. La liberté, normalement, dans une démocratie, c'est quelque chose d'aussi naturel et à quoi nous sommes aussi peu sensibles que l'air que nous respirons. Or, à l'heure actuelle, nous vivons dans un pays dont, certes, certains dirigeants ne manquent pas d'air, mais l'air de la liberté nous fait singulièrement défaut.